Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission tout à fait particulière et extraordinaire, puisqu'on va parler espionnage, renseignement. Mon invité est un ancien officier du KGB et aujourd'hui auteur franco-russe. Mon invité a connu une carrière unique entre l'ombre des services secrets et la lumière des plateaux télévisés en France. Son livre, L'ombre des légendes, édité chez Istia et compagnie, invite à une plongée fascinante dans les dessous de 15 grandes affaires d'espionnage qui ont marqué le cours de l'histoire. Ce récit aborde les notions de loyauté, de pouvoir, d'éthique dans cet univers trouble. Qu'est-ce qui a motivé, qui a bien pu motiver notre auteur à écrire L'ombre des légendes? Eh bien, nous allons le retrouver tout à fait, tout de suite, dans un épisode des Ondes clandestines exceptionnel. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Sergei Virnov. Sergei, Bonjour Aurélien, bonjour à bonjour. tous nos auditeurs et spectateurs. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. C'est la cinquième fois qu'on vous reçoit aux ondes clandestines. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire L'ombre des légendes, ce récit? Enfin, c'est pas un récit, en fait, c'est plus une radiographie, en fait, de 15 histoires d'espionnage. Vous savez, j'ai vécu quand même une vie extraordinaire et elle a été faite d'appartenance au service secret. Et j'ai un avantage énorme que ne possède absolument aucun ancien officier des services de renseignement. C'est-à-dire que dans la plupart des services, on a l'obligation de réserve. Si ce n'est pas même interdiction d'en parler. Moi, j'ai le privilège de ne pas avoir respecté ça, puisque le service d'espionnage pour lequel j'ai travaillé, ça s'appelait la première direction générale du comité d'État pour la sécurité de l'Union soviétique, donc le KGB. Oui, Euh, Ce KGB a disparu en automne 1991. Il n'existe plus. Donc, cet organisme n'existe plus, l'État n'existe plus dans lequel cet organisme travaillait, c'est-à-dire des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, et le Parti communiste de l'Union soviétique, pour lequel le KGB était donc le détachement militarisé et militaire à l'extérieur, n'existe plus. Et donc, du coup, l'État je n'ai plus n'existe plus, aucune mais par contre, obligation les de. services secrets, lui, ont perduré, quoi. Mais ils ont perduré, mais il y a quelque chose qui s'est passé d'une manière importante, c'est-à-dire l'État a disparu et le service a disparu. Oui, bien Après, sûr. il y a des services héritiers qui ont repris les bâtiments, le personnel et les budgets de ces services, mais ils ne sont plus les mêmes services. Ça veut dire que le KGB, le rôle du KGB, c'était la sauvegarde du RSS, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et la conquête communiste de la planète. Donc la Russie n'est pas du tout, dans ce sens, un héritier ni de l'URSS, ni du communisme. Et les services secrets de Poutine ne sont pas héritiers en réalité du KGB. Parce que ça, je le disais aussi, ça, c'est quelque chose Oui. qui me plaît dire, c'est que Poutine a raté sa carrière d'espion, mais si en tant que président, il rétablissait par exemple le régime stalinien et le régime communiste, la première chose c'est que si Staline revenait par exemple en Russie Oui. actuelle, la première chose qu'il aurait fait, c'est de fusiller Poutine comme un traître. Parce que Ouais. Poutine, c'est un traître à l'Union soviétique, c'est un traître au KGB. D'ailleurs, il a trahi le KGB parce que quand le KGB était en train d'être dissous, Poutine aurait dû donc prendre son pistolet, son Makarov, et sortir dans la rue pour défendre le Parti communiste et l'Union soviétique. Il Et avait fait. absolument. Et tous les autres membres du KGB qui étaient autour de lui ne l'ont pas fait non plus. Donc ils sont tous les traîtres. Mais Alors, en effet, la traîtrise, en fait, c'est un élément important, en fait, dans les affaires d'espionnage. Et des traîtrises, il y en a plein, en fait, qu'on retrouve dans l'ombre des légendes. Parmi les affaires relatées dans votre livre, il y a, on va pas tous les citer, mais il y a l'opération des pagers du Mossad, il y a l'affaire Snowden, il y a Mitchell Boudkoff, l'affaire Mitrokin. Et puis après, il y a les avertissements en fait sur le 11 septembre. Il y a plein de choses en fait, en effet, qui sont comme ça. Si vous deviez
laquelle, sans en citer qu'une, en fait, laquelle vous paraît plus emblématique des enjeux contemporains de l'espionnage dans ce que vous avez cité? C'est très difficile de le dire. C'est très difficile de le dire, mais si vous voulez, déjà, toutes ces affaires-là que vous avez citées, et d'autres, en fait, que je raconte dans mon livre, c'est qu'il faut comprendre que on ne connaît les services secrets que par les échecs des services secrets. Ça veut dire que ces affaires-là, on les connaît parce que, à un moment donné, un service, soit occidental, soit soviétique, a échoué quelque part. Donc, il y a eu une trahison, où il y a eu une négligence, où il y a eu un double agent, etc. Et c'est uniquement grâce à ça que nous connaissons l'existence de ces affaires. Parce que tout ce qu'ils ont réussi, nous ne le savons pas. Et Eh même oui, maintenant. eh oui, c'est clair. Donc c'est très difficile, en effet, de citer une emblématique plutôt qu'une autre, en fait, comme ça. Et vous avez une préférence, en fait, non? Vous savez, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et j'ai mis 15 affaires. Et Parce que pourquoi 15 en fait, d'ailleurs, en fait, et pas 16 ou pas 14? c'est très simple, parce que je me suis mis à la place d'un lecteur ou d'une lectrice et je me suis dit, il faut pas non plus raconter, faire un foliant de 1000 pages et raconter toutes les affaires, etc. Et donc, il faut les prendre une après les autres. Donc, d'ailleurs, j'ai eu du mal à choisir les 15 parce que vous Oui, bien savez, sûr. Il y en a dans beaucoup. grandes affaires d'espionnage, on peut citer une cinquantaine déjà. Donc, j'ai pris déjà un tiers de ce que je considérais comme les grandes histoires d'espionnage. Mais le Et puis, nombre, en fait, 15, c'est vous, c'est en fonction, en fait, de la sélection. Au bout d'un moment, vous vous êtes dit, je m'arrête là. bah, on s'est dit, avec mon éditeur, on prend 15 affaires, on fait un chapitre de 10 pages sur affaires, ça fait un livre de 150 pages, et donc c'est facile à lire, etc. Finalement, le livre, il est de 350 pages, voilà, donc c'est le double mais c'est facile à lire, c'est un tourne-page. Vous pouvez aussi commencer par n'importe quel chapitre, ils ne sont pas reliés entre eux, donc vous pouvez commencer par la fin, par le milieu, par le C'est vrai que début, c'est ça qui est, c'est très intéressant. C'est un livre boîte à outils presque, en fait, où on prend, on repose et on revient, en fait, dessus un peu plus tard, en fait, sur une autre affaire. C'est ça. Donc, si vous voulez, c'était la construction en fait un peu intellectuelle avec mon éditeur, parce que vous savez, on comprend très très bien que les gens sont pris, ils peuvent peut-être pas prendre le livre et le lire du début à la fin, même si il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, mais maintenant quand je prends votre livre, tant que je l'ai pas fini, je peux pas décrocher. Et donc, et bien évidemment, déjà choisir les 15 affaires. Donc, j'ai raconté déjà la mienne de l'histoire. La mienne, celle que moi j'ai vécue, et donc avec les grands tournants, parce que, donc bien évidemment, on en a parlé de mon livre qui s'appelle L'éclaireur, qui est mon autobiographie où je raconte toute ma vie opérationnelle Mais qui vient et de sortir en poche, en fait, réédité. qui vient de sortir en poche chez Talandier au mois de septembre, et d'ailleurs qui a été désigné comme le meilleur poche de l'année Oui, 2025. ça fait un carton, en fait, c'est très très bien, en fait. Mais de toute façon, moi je l'ai lu deux fois, donc du coup, une fois en grand format et une fois en poche, et l'histoire ne change pas. En fait, c'est ça qui est assez étrange. C'est Non, mais que, en fait, elle a vraiment la teneur, en fait, d'une affaire, d'une histoire extraordinaire. En fait, il faut le lire, en fait, c'est absolument impressionnant si on veut comprendre Sergei Girnov, si on veut comprendre le personnage on est obligé de lire et le début est juste, je le relis à chaque fois en fait parce que votre enfance avec vos parents en fait comme ça qui sont, c'est très 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 fin, très très fin. Et donc, mais si vous voulez, dans ce livre-là, parce que je n'ai pas non plus la grande prétention pour prétendre que toute l'Europe ou que toute la France me connaissent. Et donc, du coup, dans le livre sur l'espionnage, il faut d'abord poser, en quelque sorte, me présenter à tous ceux qui ne me connaissent pas, qui ne me Hmm. connaissent pas sur CI, qui ne me connaissent pas sur BFM, donc qui ne me connaissent pas sur mes Oui, c'est pour livres. ça que vous commencez en fait par vous parler et non pas pour vous là, parce qu'on on peut avoir l'impression en fait, tiens, Sergei Géo, il se la raconte un peu et il commence en fait par lui, etc. Or, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je pose ma légitimité. Je pose ma légitimité. Pourquoi je suis légitime pour parler de l'espionnage? Pourquoi je Ouais. suis
Et donc la légitimité particulière parce que je suis un ancien officier supérieur du service de renseignement. Donc je raconte les histoires de l'intérieur. Et ça, c'est la grande différence par rapport aux journalistes Oui, et ou puis vous étiez dans un service illégal de clandestin, mais ouais, vous n'avez jamais trahi finalement votre pays, en fait, jamais. je ne pourrais pas le trahir puisque je viens de vous dire que ce pays a disparu en Oui, fait voilà, avant c'est ça. que je fasse quoi que ce soit. Et donc en fait, c'est lui qui m'a trahi en quelque sorte. Et ça aussi, je raconte. Et Vous comment vous savez, définiriez d'ailleurs la frontière entre loyauté envers un État et d'un côté et éthique personnelle pour un agent secret de l'autre? c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il faut bien comprendre, et ça, certains de nos auditeurs et de nos lecteurs ne le comprennent pas, que les services d'espionnage, ce sont les bandits, hein, ce sont les services Ouais. criminels. Mm. Donc, en fait, l'État ou les États se permettent, s'octroient le droit de commettre des crimes. Ils disent que vous, les citoyens, on vous interdit de faire ça. Si vous le faites, vous allez en prison, vous allez être jugé. Et nous, les États, on peut se le permettre parce que nous sommes souverains, parce que nous sommes puissants. Et donc, quand on vous engage dans le service, on vous explique cette Oui. dichotomie qui est difficile à comprendre, difficile à vivre, parce que en même temps, les services secrets ne veulent pas prendre des bandits. Bah Vous oui. savez, c'est la même chose que je raconte. Je donne souvent le parallèle, c'est que un trafiquant de drogue n'est absolument pas intéressé à prendre un drogué, hein, parce qu'un drogué, c'est quelqu'un Ouais, c'est qui trop voudrait compliqué. et donc qui pourra trahir et donc qui pourra Pas être très fiable. trop intéressé, donc pas fiable. Et donc, Ouais. au contraire, les États choisissent pour les services secrets, qui sont les services bandits, les services criminels, les gens tout à fait respectueux et respectant la loi, la notion de l'État, l'éthique personnelle, etc. Et donc, on nous montre la tête. Donc, en réalité, on nous dit, mais vous savez, il y a les intérêts suprêmes de l'État qui sont au-delà de nos intérêts personnels. Et donc, pour ces intérêts suprêmes, vous êtes obligé, et on vous donne le droit, l'État vous donne le droit de commettre des crimes. Est-ce qu'il y a une opération qui vous a marqué personnellement au-delà du récit historique, en fait, par exemple? Vous savez, dans les 15 histoires, celle que je voudrais peut-être... j'ai raconté aussi une histoire personnelle que personne ne connaît et qui Oui, était très peu connue. Parce que parmi les quinze histoires, il y en a une qui n'a jamais été publiée en France, en quelque sorte. oui, Euh, pour les autres, j'ai pris les affaires qui sont connues, mais je donne mon récit, ma vision et ma façon de traiter ces histoires. Mais il y en a une, donc à part la mienne, il y en a une qui parle de Mikhail Boudkov, Michel Boudkov. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes études à l'Institut du Drapeau Rouge, à l'Institut du KGB qui forme les espions, qui est devenu actuellement l'Académie des renseignements extérieurs de aussi, elle existe toujours. Ce personnage, en fait, qui a trahi le service. Donc, c'est un traître, il a travaillé en Norvège et il a choisi en 1980 10 ou 91, j'oublie toujours, hein. Mais dans le mm. livre, en fait, j'ai vérifié le fait, donc il faudra le lire et se fier à Ah, la date. c'est du teasing. Je crois que c'était 91. Ouais, Euh, et donc, à la fin de l'URSS, lui, il était impatient, un peu. Il n'a pas voulu attendre la chute du URSS. Parce que mm. moi, je le dis dans ce chapitre, que j'ai eu les mêmes idées, hein. Vous savez, quand vous êtes dans le service d'espionnage, et ça, c'est aussi quelque chose de très particulier, parce que si vous prenez tous les traîtres, côté américain et côté russe, pour la majorité, ce sont les espions. Et c'est pas Oui, pour rien, ce sont pas pour rien les espions qui trahissent. Parce qu'en réalité, on vous prend dans le service, on vous raconte que maintenant, vous, un homme normal, un homme respectueux de la loi, etc., et de l'État, vous avez le droit de commettre des crimes, mais ces crimes, vous pouvez les commettre uniquement à l'étranger contre les ennemis de votre État. Mais en même temps, on vous apprend les techniques de commettre ces crimes. On vous apprend les techniques de oui, on faire de vous la... apprend en fait à commettre le crime, mais quelque part, on veut pas.
que le crime en fait soit connu et on veut pas non plus en fait en effet recruter en fait des bandits. Mais c'est complètement, c'est d'une logique en fait assez particulière quand même. Bah, disons, c'est un peu schizophrénique, hein, cette histoire. C'est à peu près d'ailleurs la même logique que dans la mafia. Vous savez, la mafia, elle dit donc vous devez être absolument respectueux du chef de la mafia et Oui. de vos confrères de la mafia, et en même temps, vous pouvez commettre tous les crimes à l'extérieur. Euh, Et mais et en fait, cet état de jouer avec la possibilité de commettre le crime, le droit que l'État vous octroie, en fait, de commettre un crime d'enfreindre. ça vous forme, ça vous déforme en fait plutôt, ça vous déforme l'état d'esprit, ça vous déforme votre personnalité. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui sont un peu moins respectueux peut-être de l'éthique, qui se disent, mais puisque on m'a donné cette autorisation, pourquoi pas ne pas l'utiliser à mes fins personnelles? Et donc, du coup, on peut nommer une centaine de personnes très facilement qui ont trahi côté l'Union soviétique et côté américain, et donc les deux côtés. Donc je parle par exemple de Dolgich Ames, qui a Mm. proposé ses services aux Russes et qui a travaillé beaucoup et qui a trahi d'ailleurs 45 personnes qui étaient les agents au double soviétiques qui ont été après fusillés en Union soviétique. Donc c'est quelqu'un qui a Ouais. entraîné mort. Contrairement à moi, par exemple. Moi, l'espionnage aussi, il faut bien ça j'essaie de l'expliquer aussi. Oui. C'est d'abord et avant tout l'information. C'est le traitement d'information. Même s'il y a des actions clandestines, même s'il y a des liquidations, les assassinats, les sabotages, les actes de sabotage, c'est plus en temps de guerre, c'est plus pour le renseignement Mm. militaire. Mm. Le renseignement politique, à la limite, ça n'a presque aucune différence avec la diplomatie ou le journalisme d'investigation. La seule différence, c'est que ni diplomate ni le journaliste d'investigation n'ont pas le droit de violer la loi. Pour, Et dans quelle mesure vous, en fait, au niveau de vos années d'exil en France, ont-elles influencé votre regard sur les relations franco-russes et le renseignement, en fait? Comment ça... Bien sûr, mais bien évidemment, tout ce que nous vivons, nous, ça nous touche, ça nous modifie, ça nous façonne. Et donc, bien évidemment, tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça. Donc, en quelque sorte, en fait, pour revenir à votre première question, mes livres, c'est de la psychothérapie d'abord pour moi. Oui. Parce que en réalité, quand vous vivez dans la clandestinité, quand vous vivez dans le secret d'État que vous ne pouvez pas raconter, c'est la chose très difficile à porter. En fait, le secret, c'est quelque chose qui se porte enfin, qui vous déforme de l'intérieur, qui Oui, vous c'est sûr, bouffe. j'en parlais avec un ami, en fait, avec Jean-François Carracci, avec qui je fais les podcasts aussi, et on disait que le secret, en fait, est quelque chose de très lourd à porter, très, très difficile, en fait, c'est très... Donc pour vous, en fait, finalement, le fait d'écrire, en fait, c'est une sorte de libération, une sorte de catharsis, en fait. Ça me remplace les séances de psy, ça coûte moins cher, ça me Ça coûte rapporte moins cher, et puis en plus, ça rapporte. Ça rapporte. de l'argent. C'est la seule thérapie, en fait, où vous recevez de l'argent, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est très très bon. Ça. Pensez-vous que l'espionnage tel que vous l'avez vécu à l'époque du KGB existe encore à l'identique aujourd'hui? Oui, oui, bien évidemment. Ouais, Bien ça... évidemment. Après, c'est bah déjà le service en lui-même, enfin, c'est les mêmes bâtiments, hein. C'est les mêmes bâtiments au même endroit que là où Que j'ai ceux que fait vous avez été, en fait, c'est les mêmes bâtiments. que j'ai connu, que j'ai côtoyé, dans lesquels j'ai été. Donc, d'abord à l'Académie des renseignements extérieurs, ça se trouve au même endroit. C'est toujours, à mon avis, c'est les mêmes renseignements et c'est les mêmes enseignements. Parce que, en fait, les Mm. techniques d'espionnage ne changent pas. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai compris quand je parle avec des collègues français, parce que j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle KGB, DGSE, deux espions face à face, avec François Barrault, où on Oui. a comparé nos services. Et en fait, quand on s'est rencontrés, et au bout d'une demi-heure, on avait l'impression qu'on a servi dans le même service. Et j'ai la même Ah impression oui. dans ma relation avec Olivier Mas, par exemple, qui est Mm. aussi Mm. un autre très connu et un youtubeur très connu en France, qui est un ancien officier De la supérieur DGSE, ouais.
GSE, et donc tout ça, en fait, c'est la même chose. Donc pour le KGB, c'est la même chose. La seule chose qui a changé radicalement, c'est cette composante idéologique qui était du temps de l'Union soviétique, parce que le Ouais. KGB de l'époque Euh, euh, était considéré comme une arme militaire, comme une faction militaire du Parti communiste. La Et donc, composante idéologique, en fait, on va y venir. En fait, quel rôle, par exemple, jouent les opérations psychologiques et médiatiques dans cette guerre secrète moderne? Euh, même chose qu'ils ont joué pendant la guerre froide, hein. Seulement, on croyait qu'à la disparition du URSS, en fait, la Russie allait devenir un État normal. Mais Poutine, avec son arrivée en 2000 en tant que président, a voulu en réalité revenir vers cette guerre froide, vers ces pratiques ces séparations de deux blocs. Et donc, même si l'idéologie n'est plus la même, ça veut dire il ne se réclame pas il se proclame pas comme communiste, hein, et il ne veut pas aider le Parti communiste français, hmm. ni de lui donner de l'argent. Mais c'est dans la confrontation, en fait, où l'héritage des services actuels russes, c'est dans la confrontation avec l'Occident. Parce que Poutine, dans sa tête, il n'a pas changé. Il considère que l'Occident est un ennemi de la Russie. Et ça, il est paranoïaque, hein. Enfin, en réalité, c'est absolument pas ça, hein. L'Occident rêvait de faire le commerce avec la Russie. Et il l'a fait pendant des dizaines d'années. Même maintenant, pendant la guerre, l'Occident continue à faire les affaires avec la Russie. Et c'est là où d'ailleurs Trump se trompe sur Poutine, c'est qu'il croit que Poutine, c'est un commerçant qui veut gagner de l'argent et qui veut revenir à la normale, ce qui est complètement faux. J'avais une question en fait sur la géopolitique actuelle en fait concernant l'Ukraine et Vladimir Poutine justement. Euh, avec Poutine a essayé de négocier entre guillemets en fait la paix avec dans ses territoires en fait et puis après il a bombardé en fait encore et encore en fait l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir que Vladimir Poutine puisse dire un jour la vérité et puisse agir avec raison? Absolument pas. Parce qu'il est absolument pas raisonnable, il est absolument pas pragmatique, il ne cherche pas la raison, il ne cherche pas le pragmatisme que Trump lui a offert. Et d'ailleurs, Trump ne comprend pas pourquoi Poutine ne prend pas cette offre, qui est une offre très généreuse de capitalisation de l'Ukraine. Et en fait, Trump ne comprend pas que pour Poutine, c'est une sorte, la guerre en Ukraine, c'est une guerre idéologique, mais dans autre sens que l'idéologie communiste. C'est une guerre, si vous voulez, personnelle que Poutine mène envers le peuple qui est devenu un peuple libre et qui, à deux reprises, a chassé en fait les marionnettes de Poutine, qui est Yanukovych. Et donc, en fait, en 2004 et 2005, Poutine est venu en Ukraine pour implanter une marionnette à la présidence de l'Ukraine et le peuple ukrainien l'a rejeté. Et Poutine a très mal pris ça. Et la même chose s'est répétée après en 2013, 2014. Et donc là, Poutine est passé à la guerre. Mais Poutine ne s'arrêtera jamais. Ça, il faut bien le comprendre. Donc ça, je le dis à chaque fois lorsqu'on me pose la question. Tant que Poutine est vivant, cette guerre va continuer parce que c'est une guerre absolument personnelle de Poutine. Il ne peut pas s'arrêter. En plus, maintenant, à part cette motivation primaire qui est très importante pour Poutine. Mais en plus, il y a maintenant l'orgueil, parce que mais il a lancé le truc, et en réalité, il a perdu cette guerre, parce que je vous rappelle qu'actuellement, c'est presque 4 ans que cette guerre dure, et qu'il se rappelle toujours de ce passé soviétique, de la Deuxième Guerre mondiale, de Staline, etc. Je vous rappelle quand même que Ouais. Staline, avec l'URSS, en 4 ans, il était à Berlin. Bon, il n'était pas tout seul parce qu'il y a aussi les États-Unis et l'Angleterre qui l'ont aidé, mais en même temps, l'armée soviétique n'a rien à voir avec la pauvre armée de Poutine, et Poutine est piètre commandant en chef de l'État. Mais il ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a aussi la machine militaire qui est lancée. Et en revanche, pour revenir au sujet de nos Livre. échanges, qui sont les services secrets, Oui. c'est ce que je dis aussi dans plusieurs de mes livres, c'est que je pense que l'espionnage politique, en fait, a perdu son sens.
parce que actuellement, avec les moyens de communication modernes, avec l'Internet, avec tous les gens qui ont le smartphone dans leur poche, tous les citoyens sont reliés. Et donc, en fait, il est beaucoup plus facile maintenant de faire de l'espionnage sans être préparé. C'est intéressant en fait ce que vous dites actuellement en fait parce que lors de la première émission qu'on a faite ensemble pour les ondes clandestines il y a 4 5 ans, vous me disiez strictement exactement la même chose au mot près en fait, c'est-à-dire que ça n'a pas changé, c'est toujours cohérent et voilà, vous pouvez reprendre votre récit. Tout à fait. Mais tout en sachant qu'il y a une seule exception. Il y a une seule exception, et celle-ci, elle, on l'a vu pendant la guerre en Ukraine. L'exception de renseignement, c'est lorsqu'il y a une guerre, une vraie guerre matérielle, où il y a Hmm. des chars, il y a des canons, où il y a des drones, etc. Artillerie. Et les peuples qui s'entretuent, là, le renseignement militaire a toujours de l'avenir et pourra toujours exister. Et en fait, les belligérants ont besoin de renseignement militaire. Et donc, ce renseignement-là, lui, il sera toujours vivant. Mais le renseignement politique, parce qu'en gros, en fait, maintenant, si vous prenez tout simplement l'analyse des sources ouvertes sur Internet, vous pouvez pratiquement, sans avoir les moyens des services de renseignement et la formation des services de renseignement, de trouver autant de renseignements avec très peu de moyens. La Hmm. preuve, je vous ai parlé, mais ça a été confirmé aussi plus tard, c'est que, par exemple, vous savez, après l'affaire Skripal, qui, Hmm. dans l'activité concernait le renseignement militaire de Poutine, notamment une unité militaire 29 155, qui est en fait une unité de chantage, d'assassinat à l'étranger, etc. Et L'exécution. un petit groupe même pas de journalistes en fait, c'est les gens qui s'ennuyaient, qui étaient reliés par les réseaux, ils étaient 5, il y en avait des chômeurs anglais, il y avait un journaliste allemand, etc. Ils sont réunis, ils ont formé une petite organisation auquel ils ont donné le nom de Bellingcat. Et cette petite organisation d'amateurs qui n'ont aucune formation, qui n'avaient aucune information pour Ah oui. l'espionnage, ont réussi à dénicher toutes les informations sur cette unité secrète, y compris les noms des officiers, leurs adresses, les matriculations de leurs véhicules, le numéro de leur passeport, en fait, Tout en l'emplacement. fait. Parce En fait, que c'est c'est intéressant en fait, ce que vous racontez parce que c'est vrai que la Bellingcat, en fait, tout le monde dans le milieu de l'OSINT en fait connaissait, mais l'histoire, en fait, peu de gens en fait la connaissent. Et ça, c'est intéressant. C'est bah, intéressant il de le savoir. faut qu'on consacre une émission entière à Et ça. ben, exactement, en effet. Qu'espérez-vous en fait en quelques mots en fait que le public retienne avant tout de la lecture de l'ombre des légendes pour pour dire c'est le mot de la fin. Voilà. Bah, le mot de la fin, c'est très facile. Les histoires, certains ont connu, mais donc ils vont découvrir ces histoires. Mais c'est surtout le regard de l'intérieur des services secrets. Ça veut dire que je porte un regard de celui qui était professionnel de l'espionnage, et donc je porte un regard qui est complètement différent par rapport aux journalistes ou par rapport aux historiens sur les mêmes histoires, y compris par exemple sur l'histoire française de Rainbow Warrior, dans laquelle je dis que, en fait, vous savez, en France, on a l'habitude de raconter que le service a complètement merdé, la DGSE, en fait, ils Oui, c'est sont ça. ils sont des ploucs qui n'ont pas pu, qui n'ont rien fait. Et d'ailleurs, là, je conteste complètement cette vision en disant que eux, ils ont parfaitement réussi dans leur Mm. opération. Ce qui s'est passé, c'est que l'État, en personne du président Mitterrand et de Premier ministre Laurent Fabius, les ont lâchés. En fait, ils ont lâché le truc, Mm. mais c'est un lâchement complètement lâche en même temps, parce que Oui, c'est ça, ils ont c'est un succès de opérationnel. renseignement, opérationnel, en fait, mais un échec politique. Un échec politique total parce que l'État, tout simplement, en personne de Mitterrand et de Fabius, n'ont pas voulu assumer la présence de services de banditisme et de criminalité au sein de l'État.
Très très bien, en fait, cette émission touche à sa fin. Sergei Girnov était parmi nous ce soir. Merci de nous avoir suivis. En fait, en effet, Sergei nous pousse à avancer sur la ligne de crête de nos certitudes pour éclairer les zones d'ombre de l'histoire et dissiper les nôtres au plus grand bénéfice de notre intelligence autant que notre plaisir de lecteur. Merci Sergei d'avoir été avec nous. Merci, merci Aurélien, merci à nos téléspectateurs et auditeurs. Et puis, bah, on rappelle que c'est la période de Noël et donc mes livres sont un excellent cadeau si vous voulez. Exactement. En effet, on le rappellera en fait. Merci. Merci.